Hello YouTube, comment ça va? Moi ça va, je me porte bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtre et de mystères. Pour les nouveaux venus, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus what the hell qui existent dans ce monde. Alors, si tu passes par là et que mes vidéos te plaisent, tu as checké une de vidéos et que mon concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Mon argument de choc, c'est que je partage les mêmes. Come on, c'est un argument de dingue, je partage les mêmes. Alors, donc vous devez vous dire, elle est passée où la semaine dernière? Elle nous a fait des faux plans, je suis vraiment désolée, c'est la vie. Il y a eu un saut, je pense, de vidéos la semaine dernière. C'est la vie. Si je dois vous expliquer ce qui s'est passé, ce serait trop, la vidéo serait trop longue. Sachant qu'on doit parler d'un tueur en série aujourd'hui. Hein. Petit spoiler, on parle d'un tueur en série aujourd'hui. Donc la vidéo serait vraiment trop longue. Et la vidéo de samedi, j'ai fini par la publier dimanche parce que j'ai eu un gros problème technique. Donc bon, l'essentiel c'est que vous avez eu une vidéo. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un tueur en série qui a quelque chose d'assez spécial. Ça me dérange un peu d'utiliser le mot spécial, je dirais qu'il avait un avantage qui est que il a été un membre des forces de l'ordre, oui, un policier, ce qui va lui permettre ou qui lui a permis en quelque sorte d'échapper aux autorités pendant plus de 45 ans. Yup, 45 ans. Nous allons donc parler du Golden State Killer aka Joseph James DeAngelo Jr. Alors, qui était Joseph James DeAngelo Jr.? Well, let me tell you. Joseph James DeAngelo Jr. est né le 8 novembre 1945 à Bath, à New York. Et il était le fils de Kathleen DeGroat et de Joseph James DeAngelo Sr., le père, du coup. Sa mère était une femme au foyer et son père était un sergent de l'armée américaine. Pendant les années de service du père, toute la famille a dû vivre pendant une longue période en Allemagne de l'Ouest. Joseph DeAngelo Jr. a 2 sœurs et un frère cadet et l'on raconte que lorsqu'il n'était qu'un petit garçon, il aurait assisté au viol de sa sœur de 7 ans par 2 aviateurs dans un entrepôt lorsque la famille stationnait en Allemagne de l'Ouest. Après le service du père en Allemagne de l'Ouest, toute la famille se relocalise aux États-Unis et les enfants reprennent le chemin de l'école, ils continuent leur scolarité normale comme ils faisaient avant. Et donc ceci nous amène aux années de lycée de Joseph DeAngelo. J'ai du mal en fait parce que j'ai peur de ne pas arriver à vous faire comprendre si je parlais du père ou du fils. Donc je parle de DeAngelo Jr. Ok. Donc DeAngelo Jr. Qui va continuer ses études et arriver au lycée. Pendant ses années de lycée, était un lycéen comme tous les autres. Il faisait partie de l'équipe de baseball. Enfin, il faisait du sport. Il était débrouillard, mais pas comme tous les autres lycéens. Il avait des hobbies assez bizarres qui étaient, well, vous n'êtes pas prêts. Bah, il commettait des cambriolages à ses heures perdues. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis à faire ça, mais il racontera un peu plus tard que ça a toujours été quelqu'un qui était excité par le fait de pénétrer dans l'intimité des gens, de pénétrer chez les gens et de ne pas se faire prendre. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je n'ai jamais eu ce genre d'hobby. Donc je ne peux pas comprendre, mais en tout cas ça a toujours été quelqu'un de ce genre-là, donc il commettait des cambriolages en fait. Pendant ces années. C'est pas drôle, c'est scandaleux, mais en fait ça me fait rire, je sais pas pourquoi, ça me fait rire. T'avais pas des leçons à apprendre? Enfin, cambriolage? Whatever. Il obtient néanmoins son diplôme en 1964 et en septembre de cette même année-là, il va rejoindre la marine américaine qu'il va servir pendant 22 mois au cours de la guerre du Vietnam. Après son service, il décide de changer de voie complètement et de devenir policier. Donc il va commencer à passer des diplômes, à faire des formations qu'il va obtenir haut les mains carrément. Et il sera au bout de ses formations et de l'obtention de ses diplômes embauché comme étant policier en 1973. Il sera en poste jusqu'en octobre 1979 où il s'est fait arrêter pour vol à l'étalage d'un marteau et d'un répulsif pour chien. Ouais.
Bref, suite à ce délit, il sera condamné à 6 mois de probation et donc naturellement se fera virer de la police. Alors là où les gens auraient dû commencer à se dire que ce monsieur avait un problème profond, c'est au moment où il s'est mis à menacer de mort très clairement son ancien chef, le chef de police, mais surtout à le stalker. Là, on est où là? Alors dans sa vie personnelle, D'Angelo Jr. était marié à Sharon Huddle de 1973 à 2021, malgré le fait qu'ils étaient séparés depuis 1991. De cette union est née 3 filles. Je ne veux pas m'étaler sur ses enfants ou sur sa femme parce que je pense qu'elles n'ont rien à voir avec ce que ce monstre a fait. Donc on va tout de suite passer à la vie d'après la police de D'Angelo Jr. Alors après son licenciement de la police en 1979, Joseph D'Angelo ne va pratiquement rien faire de concret dans sa vie professionnelle jusqu'en 1990 où il trouvera un poste en tant que mécanicien, poste qu'il occupera jusqu'en 2017, année où il a pris sa retraite. Alors tout ce que je viens de vous décrire jusque-là, c'est la vie de Joseph James D'Angelo Jr. que ses proches connaissaient, que tout le monde autour de lui connaissait. À présent, tout ce dont on va parler, c'est la vie de Joseph Junior James, bref, D'Angelo Jr. que les gens ne connaissaient pas. C'est-à-dire, on va parler de ses dark side, de tout ce qu'il a fait de dark. Alors, comme vous le savez, du coup, j'ai du mal à parler. Comme vous le savez, du coup, D'Angelo Jr. a pris poste en tant qu'officier de police en 1973. Alors, l'année qui va suivre sa prise de poste, D'Angelo, je pense qu'il devait commencer à s'ennuyer dans sa vie parce que je pense que tout ce qu'il a gardé loin de ses anciennes pulsions, c'était le fait qu'il étudiait. En fait, il était occupé. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il a su rester loin de ses anciennes pulsions jusqu'en 1974 où il va retrouver ses pulsions qui le commettaient à commettre des cambriolages. Mais en fait, c'était pas vraiment des cambriolages. C'était juste, il était excité par le fait de pénétrer chez les gens, de faire ce qu'il voulait sans se faire prendre en fait. C'était pas vraiment un cambrioleur qui était là pour voler, pour faire des dégâts. Enfin, non. C'était vraiment quelqu'un qui était excité par le fait de pénétrer chez les gens et de ne pas se faire prendre. Donc il va retrouver ces pulsions-là en 1974 alors qu'il était encore officier de police et c'est là que va commencer le calvaire que vont endurer toutes les victimes de Joseph James D'Angelo Jr. C'est ainsi que son tout premier cambriolage connu s'est déroulé le 19 mars 1974. Ce jour-là, il n'a fait que prendre $50 dans une tirelire. Tout ce qui l'intéressait, comme je l'ai dit précédemment, c'était de pénétrer par effraction chez les gens, de fouiller, de vandaliser la maison et surtout de disperser les sous-vêtements féminins qu'il trouvait sur les lieux par terre. Ok, chacun son truc. Alors D'Angelo Jr. va commettre beaucoup de ces types de cambriolages. Il en commettait même plusieurs en une seule nuit. Par exemple, la nuit du 30 novembre 1974, D'Angelo Jr. va commettre jusqu'à 12 cambriolages. Tu ne dors pas comme une... Pendant l'un de ses cambriolages en 1975, D'Angelo Jr. va assassiner sa première victime, un monsieur de 45 ans nommé Claude Snelling, qui a eu la malchance d'être réveillé par un bruit. Et quelques semaines plus tard, il va commettre une tentative de meurtre sur un policier qui allait l'arrêter pendant l'un de ses cambriolages. À partir de 1973, D'Angelo Jr. va monter d'un cran dans son délire en ne prenant dorénavant que pour cible des femmes seules ou des femmes avec enfants, donc il ne vandalisait plus des maisons vides, des maisons qu'il savait qu'elles étaient vides, mais il prenait délibérément pour cible des maisons qui étaient occupées par des femmes qu'il savait qu'elles avaient des enfants ou qui étaient des femmes seules, et ce qu'il faisait, c'est qu'il les surveillait pendant un bon moment. Il appelait leur domicile, parce que vous vous rappelez, à l'époque, il était policier, donc il menait sa petite enquête, donc il les épiait, il connaissait un peu leurs habitudes, dans le but de pénétrer par effraction chez ces femmes-là, mais surtout de violer ces femmes-là. Donc il va commettre ces types d'actes de violence pendant un bon moment, avant de se rendre compte qu'il avait une préférence pour les couples, parce que il était excité par le fait de maîtriser les hommes et de les obliger à subir en quelque sorte le viol qu'il était en train de commettre sur leur compagne. Alors son mode opératoire était exactement comme quand il agressait les femmes seules ou les femmes avec enfants, c'est-à-dire il épiait
fouillait les maisons, il essayait de découvrir un peu les habitudes du couple, enfin, tel jour ils font ci, tel jour ils font ça. Et ensuite, lorsqu'il arrivait il se décidait qu'aujourd'hui il allait pénétrer dans la maison. Lorsqu'il pénétrait dans la maison, ce qu'il faisait en premier lieu, c'était de maîtriser l'homme. Il le ligotait et ensuite il plaçait de la vaisselle sur son dos et il lui disait que s'il entendait la vaisselle bouger, si la vaisselle bouge, c'est que l'homme bouge et qu'il essaye de faire quelque chose. Donc, s'il entendait la vaisselle bouger, qu'il allait tuer sa compagne. Et au moment où il sait que l'homme est maîtrisé, il allait ensuite abuser sexuellement de la compagne en faisant en sorte que le compagnon entende tout ce qui se passait et quand il finissait, il s'en allait en se félicitant de ne pas s'être fait pris en quelque sorte. Il va ainsi commettre une cinquantaine de viols de 1976 à 1979. Et au cas où vous vous demandiez pourquoi ils ont eu autant de mal à l'avoir, à l'attraper, D'Angelo, il était policier, il n'était pas bête. Donc ce qu'il faisait, c'était tout simplement qu'il s'éloignait au maximum de son domicile pour commettre ses crimes. Par exemple, il pouvait carrément changer d'état et vous voyez la police, les fichiers de la police d'un état à l'autre, c'est pas la même chose. Donc le temps qu'il fasse une connexion entre les crimes qui se commettent dans tel état, dans l'autre état, c'est pas la même, ça prend du temps. Et surtout, pendant les années où il commettait ses crimes, il a déménagé au moins 1-2 fois. Donc ceci expliquera le fait qu'ils aient mis beaucoup de temps à faire le lien entre certains crimes et surtout à lui attribuer certains crimes. Et donc, étant donné qu'il s'est fait virer de la police en 1979, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déménager, il va emménager au sud de la Californie et là, il va déferler sa colère sur les victimes qui vont suivre, les victimes qui ont suivi son licenciement de la police en quelque sorte. Donc là, on va réussir en tout cas à lui attribuer encore plusieurs cambriolages et viols, mais aussi une dizaine de victimes parce qu'il ne s'arrêtait plus au fait de terroriser les couples chez eux, de violer les femmes. Il n'hésitait pas sur certains lieux de crime à assassiner certains couples. Et donc d'après les informations qu'on a, Joseph James DeAngelo Jr. aurait arrêté de commettre des crimes en 1986. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Il ne s'est pas exprimé là-dessus, mais en tout cas, c'est les derniers records qu'on a. Je ne sais pas s'il a commis d'autres crimes après ça, mais en tout cas, il aurait arrêté de commettre des crimes en 1986. Et ce n'est que dans les années 2000 que les différents états dans lesquels il aurait commis ces crimes ont pu tous relier les crimes à la même personne. Et étant donné que pendant les années où il était le violeur de différents états, le cambrioleur de différents états, il laissait des victimes parce que les femmes qu'il violait, c'était des victimes qui arrivaient à faire des portraits robots en quelque sorte. Donc il y avait vraiment différents sketchs de ce à quoi il pouvait ressembler. Et jokes on me, on him. À un moment donné, durant l'enquête, il y a un officier en fait qui a balancé. Mais j'ai comme l'impression que cette personne, c'est un membre des forces de l'ordre. Mais je vous jure, il a balancé ça vraiment en ne sachant pas que c'était un ancien policier qui commettait ces crimes-là. Donc pendant l'enquête, en quelque sorte, le FBI qui s'est totalement impliqué dans l'affaire va en 2016 travailler sur les sketchs et ils vont vraiment peaufiner tout ça pour réussir à release 2-3 sketchs qui se ressemblaient vraiment, qui étaient vraiment les plus crédibles et qui pouvaient être le Golden State Killer avec une récompense de $50,000 pour toute information qui allait conduire à ce monsieur. Et en même temps, le FBI travaillait sur des registres d'arbres généalogiques, les gens qui essayaient de connaître d'où ils descendaient, de qui ils descendaient en quelque sorte. Donc, il travaillait, je sais pas si vous vous rappelez, on a déjà parlé d'un tueur en série qui a été attrapé comme ça en quelque sorte, mais il travaillait sur ces registres-là pour voir s'ils allaient trouver quelque chose. C'était un peu comme de la loterie, mais une bonne loterie, parce qu'ils vont remonter à l'un de ses ancêtres qui date des années 1800.
des années 1800. Oui, je suis choquée, mais des années 1800. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est que il y en a plein, ils se sont dispersés et ils vont construire différents arbres généalogiques reliés à ce même ancêtre-là, donc l'ancêtre de D'Angelo Jr. Puis à l'aide de la localisation des gens pendant les crimes, de leur boulot, etc., ils vont réussir à identifier Joseph D'Angelo Jr. Mais je vous jure, quand j'ai appris ça, j'étais en mode what? Vous rendez compte, genre la généalogie, machin truc qu'on apprend vite fait à l'école, au lycée, c'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie. La science, c'est du génie. J'adore la science, franchement. Il y a des phases de la science que... L'identification ayant été faite en décembre 2017, le FBI va donc récupérer son ADN le 18 avril 2018 pour confirmer que c'était bien la personne qu'il cherchait, parce que malgré le fait qu'il portait des gants, qu'il avait des précautions, machin truc, il a quand même laissé de l'ADN sur certaines scènes de crime. Suite à ça, D'Angelo Jr. sera arrêté le 24 avril 2018 et suite à son arrestation, il va dire bon, you got me. Et il va tout simplement faire des aveux. Suite à ses aveux, il sera inculpé de 13 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de 13 chefs d'accusation de kidnapping, parce que le fait de rentrer chez les gens et de les restreindre en quelque sorte, c'est du kidnapping en fait. Mais il ne sera pas inculpé pour les chefs d'accusation de viol ou encore de cambriolage, parce qu'il y avait tout simplement prescription. Au début de l'affaire, le procureur était tout simplement pour initier la peine de mort, parce que what the fuck dude, what the fuck, mais D'Angelo finira par obtenir un accord avec le procureur et il sera tout simplement condamné à plusieurs peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Donc à ce jour, le Golden State Killer, qui s'en est sorti pendant plus de 45 ans, est aujourd'hui en prison. Bien fait. Donc voilà les amis, l'histoire de Joseph James, j'en ai marre de ce nom, D'Angelo Jr. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.